Bonsoir. Des entreprises du bâtiment ont financé des partis politiques grâce à des fausses factures. C'est de notoriété publique, mais pour la première fois aujourd'hui, un chef d'entreprise témoignait devant la justice. C'était au tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire Sormae, et sa déposition a été très écoutée. Albert Ripamonti, Christophe Hérault. L'allure distinguée des cadres supérieurs. Ils sont 4, directeurs ou gérants de société, PDG, ingénieurs. Tous des hauts responsables de la SAE et de sa filiale méridionale, la Sormae. Et parmi eux, le mouton noir, le cas Paul Pelletier, ancien directeur général, aujourd'hui en disgrâce à Madrid. C'est lui qui, le premier, a brisé la loi du silence, lâché des noms d'élus politiques et mis en cause des bureaux d'études comme Urba, pompe à finances du Parti socialiste. Vous êtes le premier chef d'entreprise à avoir ouvertement dit que vous financiez occultement les partis. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que c'est une réalité. Vous vouliez briser un tabou? Non, j'ai simplement dit une vérité. Est-ce que vous avez eu des répercussions sur votre carrière professionnelle de vos déclarations? Pourquoi dirais-je le contraire? C'était, il est vrai, un secret de polichinelle, mais c'est tout de même la première fois que de tels propos sont rapportés dans une enceinte de justice. C'est vrai, a donc reconnu Paul Pelletier, nous avons financé les partis, mais il fallait en passer par là, nous ne pouvions pas faire autrement si l'on voulait décrocher des marchés publics. La présidente a l'air d'apprécier et remarque, nous n'avons là qu'une dizaine de factures mesquines, 600 000 francs, comme si elle regrettait les lois d'amnistie. Le dossier du sida n'a pas fini d'embarrasser le gouvernement. Au moment où l'on parle de l'indemnisation des transfusés contaminés par le sida, un jugement pourrait remettre en cause le texte de loi adopté hier en Conseil des ministres. Le Centre national de transfusion sanguine a en effet été condamné à verser des indemnités à 3 hémophiles. Mais voilà, les indemnisations sont bien supérieures à ce que prévoyait le gouvernement et ce jugement pourrait faire jurisprudence. Anne Guillet, Olivier Combes. En entreprenant une action sur le plan civil et non pénal, les avocats des 3 hémophiles toulousains ont voulu gagner du temps et ils ont réussi. La première chambre civile du tribunal de grande instance de Toulouse s'est prononcée 5 mois seulement après le début de la procédure et contre toute attente a établi des responsabilités. Le Centre national et le Centre régional de transfusion sanguine de Midi-Pyrénées doivent aujourd'hui verser conjointement à chacun des 3 hémophiles contaminés de 2 à 2 300 000 francs à titre de préjudice moral. C'est en cela, je crois, que le résultat est fondamental, parce que pour la première fois, il y a des responsables, on n'est plus dans ce flou artistique dans lequel chacun essayait d'expliquer qu'à telle date, à telle autre, on ne pouvait pas déterminer la date de contamination. Là, il n'y a plus de date, vous avez fourni un produit qui n'était pas sain, vous devez réparation. Pour la première fois, en effet, un tribunal a établi que le sang utilisé pour les transfusions était un produit commercial comme un autre et quelles que soient les connaissances scientifiques, il devait être sain. Ce qui permet aujourd'hui aux 3 hémophiles de percevoir une somme précieuse et surtout nettement supérieure à ce que propose la loi d'indemnisation annoncée hier. Une brèche juridique qui pourrait bien tenter un certain nombre de malades contaminés lors d'une transfusion. En ce qui concerne justement l'indemnisation prévue par le gouvernement, elle coûterait en moyenne 200 francs par an à une famille normale. 200 francs qui viendront s'additionner aux primes d'assurance. Et justement, les assureurs contestent le système. Ils l'ont dit très clairement aujourd'hui. Alain Chabot, Philippe Jasselin. Solidarité par les primes d'assurance. Le fonds d'indemnisation des transfusés victimes du sida va être financé par une taxe prélevée sur les contrats. De 70 à 80 francs pour l'assurance automobile, de 40 à 60 pour les multirisques habitation et jusqu'à 500 francs pour les entreprises. Voilà qui devrait rapporter 4 milliards par an pour un coût total du projet estimé à environ 12 milliards. Une somme énorme que le gouvernement a donc choisi de financer en puisant directement dans la poche des particuliers. C'est un impôt aveugle qui va frapper chaque ménage d'une façon pratiquement forfaitaire en vertu de ses contrats et sans aucune considération de ses moyens contributifs. Nous considérons que ceci est parfaitement injuste et ne traduit pas du tout la solidarité nationale que l'on veut par ailleurs exprimer à l'égard des transfusés. Ce que suggèrent donc les assureurs, c'est d'utiliser d'autres moyens pour alimenter le fonds. Par exemple, une taxe du type contribution sociale généralisée, un impôt ou encore un autre mode de financement comme la vente de biens appartenant à l'État. Le projet de loi sera examiné d'ici Noël par le Parlement. Dans tous les cas de figure, ce sont les particuliers qui paieront.
Le dossier du terrorisme maintenant, le bras de fer est engagé ce soir entre d'un côté la Libye, de l'autre la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ces derniers demandaient hier l'extradition de plusieurs suspects dans les attentats de Lockerbie et du DC-10 d'UTA, mais le colonel Kadhafi refuse catégoriquement de livrer tout citoyen libyen à la justice d'un pays étranger. Hervé Dino. Face à la pression occidentale, Mouammar Kadhafi a décidé de faire front. La Libye ne livrera pas ses deux ressortissants accusés conjointement par les États-Unis et la Grande-Bretagne d'être les auteurs en décembre 88 de l'attentat de Lockerbie. Motif invoqué, la législation libyenne ne prévoit pas de convention d'extradition bilatérale, ni avec les États-Unis, ni avec la Grande-Bretagne, ces deux pays ayant rompu leurs relations diplomatiques avec Tripoli. De plus, le colonel Kadhafi conteste les preuves de la culpabilité des deux Libyens fournies par les services secrets américains. Selon le chef de l'État, Ali Al-Meghari, présenté comme l'organisateur de l'attentat, n'aurait d'ailleurs toujours pas pu être identifié, ce nom étant très commun en Libye. Pourtant, Ali Al-Meghari existe bien. Il s'est même exprimé hier devant les caméras de la chaîne américaine ABC. Le 20 et le 21 décembre 88, je ne pouvais pas être en Écosse puisque j'étais ici, en Libye, en famille, affirme-t-il, passeport à l'appui. Le second suspect, Khalifa Fhimma, qui se présente comme un simple employé d'une compagnie aérienne et comme un honnête père de famille, nie également farouchement toute participation à l'attentat. Et ce soir, sur ce dossier, la France a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec la Libye. Le terrorisme devient décidément bien gênant pour certains pays du Proche-Orient. La Syrie, qui protégeait jusqu'alors Carlos, l'homme le plus recherché au monde dans des affaires d'attentats, la Syrie le juge maintenant indésirable. Rejeté par Damas, il a tenté de se rendre à Tripoli, mais là encore, il a été refoulé. Le même scénario aurait eu lieu au Yémen. Béatrice Nivois. Damas, rue Al-Akram, dernier domicile connu d'Ilich Ramirez Sanchez, surnommé Carlos. L'un des 10 hommes les plus recherchés avait décidé d'y poser ses valises, de devenir un honorable père de famille, un homme d'affaires. En 1973, Carlos prend en charge les opérations terroristes en Europe. En 10 ans, 4 attentats meurtriers revendiqués par son organisation sont perpétrés en France. Mais Carlos est insaisissable. Il bénéficie de l'appui des capitales de l'Est, Berlin-Est dès 1979, puis Budapest, Sofia ou encore Bucarest. En 1986, on retrouve sa trace à Prague, mais c'est vraiment à Damas que ce terroriste vieillissant se sentait le plus à l'aise. N'y avait-il pas des amis, n'y avait-il pas pris des ordres? Mais voilà, la capitale syrienne a changé de cap, elle voudrait s'en débarrasser et l'aurait renvoyé à Tripoli. Le soir du 21 septembre, il est rentré sur Damas. À ma connaissance, il a été encore refoulé sur le Yémen et il n'est pas impossible qu'il soit revenu par une petite porte vers la Syrie. Mais ça, j'en ai pas la preuve. Carlos aurait accumulé pendant toutes ces années assez de documents pour se sentir en sécurité, mais aujourd'hui l'est-il vraiment? Ses amis basés au Moyen-Orient ont entamé un nouveau jeu diplomatique où Carlos jouerait peut-être son dernier rôle, celui de monnaie d'échange. Ils avaient manifesté pacifiquement il y a 2 mois à Paris. Certains d'entre eux avaient manifesté plus violemment en province. Les agriculteurs connaissent depuis ce matin les mesures que le gouvernement met en place pour leur venir en aide. 20 mesures que nous présente Agnès Molinier. Adapter l'agriculture. Le gouvernement se donne pour cela 1 milliard de francs en 1992. La principale mesure est la mise en place d'un système de pré-retraite à 55 ans. L'État dégagera dès le 1er janvier 700 millions de francs pour permettre aux pré-retraitables d'avoir un revenu de 35 à 55 000 francs par an. 20 000 agriculteurs pourraient être concernés à condition de les aider à transmettre leur exploitation. Il y a un volet qui est exactement symétrique et qui consiste dans des mesures aussi d'adaptation pour alléger les charges des agriculteurs. C'est un plan qui va se développer sur plusieurs années. Mais par exemple, on va, à partir de 1993, pour les revenus de 92, prendre davantage en compte l'effort d'autofinancement. On va aussi, lorsqu'il s'agit de succession, lorsqu'il s'agit de donation-partage, alléger les charges qui pesaient jusque-là sur les agriculteurs. Les mesures présentées aujourd'hui concrétisent les déclarations faites par François Mitterrand il y a plus d'1 mois au Journal du Centre. Ce qui est nouveau, c'est que l'État va dégager en plus 1 milliard de francs pour l'espace rural en général. 20 mesures avec pour vocation de dynamiser et de développer les départements en difficulté. Prochaine étape, mai 92, avec la tenue des assises du monde rural. C'est pour inciter certains agriculteurs à quitter leur exploitation que le gouvernement a mis en place un système de pré-retraite. C'est la mesure la plus importante. Elle était très attendue. Reste à savoir si la retraite anticipée ne va pas mener certaines régions à la désertification. Reportage en Corrèze de Fabrice Valéry.
Depuis 25 ans, Paul Forel possède une petite exploitation agricole à Astaillac, à la limite de la Corrèze et du Lot. Il fait partie de ces agriculteurs qui ont dépassé 55 ans et qui sont donc directement concernés par la mise en place d'une pré-retraite. J'ai une épouse qui n'est pas encore à la retraite, donc il faudrait qu'elle puisse assurer encore, en tant que chef d'exploitation, la suite de l'exploitation. Ce qui ne veut pas dire que nous continuons toutes les activités que nous faisons. Je suis prêt à lâcher une partie des activités. Ça permettra aussi à des jeunes de s'installer et ça permettra à des exploitants d'agrandir leur exploitation. Bon, alors c'est vrai que ça ne va pas résoudre tous les problèmes et que certainement dans certains coins de la Corrèze, et c'est là notre grande crainte, il y aura un peu plus de désertification. Les 2000 agriculteurs corréziens âgés de plus de 55 ans, c'est-à-dire la moitié de la population agricole, ne sont pas tous prêts à tout laisser tomber. D'autant que cela poserait un grave problème au département, les jeunes agriculteurs n'étant pas suffisamment nombreux pour reprendre le flambeau. Le gouvernement tente aussi de trouver une solution pour un autre conflit qui s'éternise, celui des dockers. Le ministre de la Mer a proposé aujourd'hui une réforme et même une révolution. Les dockers deviendraient des salariés, c'est l'une des mesures proposées. Hervé Gaucho, Denis Bassompierre. En question, la loi du 6 septembre 1947, toujours en vigueur, qui garantit une indemnité aux dockers pour les jours non travaillés et que la Fédération des ports et docks craignait voir supprimer. C'est pour cette raison qu'ils étaient descendus dans les rues de Paris il y a 3 semaines. Réponse de Jean-Yves Le Drian, les dockers ne seront plus payés à la journée mais mensualisés. On ne supprime pas la loi, on la modifie. Aujourd'hui, un docker va le matin très tôt sur un port, va voir s'il y a du travail, va pointer, on lui dit il y en a, il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, il doit revenir à 13h, s'il y en a, il reste, s'il n'y en a pas, il revient à la maison. Et c'est un système qui était une avancée en 1947 et qui aujourd'hui ne correspond plus aux réalités. 30% de chômage en moyenne jusqu'à 45% dans quelques ports, l'embauche définitive d'un certain nombre de dockers peut être un bon moyen d'enrayer la spirale dangereuse du progrès technique et du manque de compétitivité. Mais cette fidélisation de l'emploi s'accompagnera de coupes sombres. Le plan proposé aux partenaires sociaux comportera des retraites anticipées et des mesures de reconversion attractives, les départs ne pouvant être que volontaires. Les négociations port par port devront être finies le 15 février prochain. Reste à savoir maintenant comment réagira la CGT, puisqu'un des effets secondaires de la mensualisation des dockers pourrait être la disparition du monopole d'embauche que le syndicat détenait jusqu'à présent. Perrier, Château Margaux et Roquefort vont-elles devenir des sociétés italiennes? Le groupe Agnelli a en tout cas lancé une OPA sur les 2/3 du capital d'Exor, qui détient ces fleurons de l'industrie française. Explication de Martine Thiebaud. Coup de théâtre dans l'agroalimentaire français, même si l'OPA se veut amicale. Le géant italien Agnelli a bâti sa renommée sur l'automobile comme patron du groupe Fiat, moins comme le grand de l'agroalimentaire qu'il est déjà, et le géant qu'il s'apprête à devenir en rachetant le groupe français Exor. L'OPA est lancée au prix de 1320 francs l'action, car Exor pèse lourd. Les eaux avec la petite bulle française Perrier, qui ne s'est jamais vraiment remis de ses déboires américains, mais aussi Volvic contre Exéville, Vichy. Les fromages, et notamment Roquefort, et l'un des joyaux des grands vins de Bordeaux, le Château Margaux. Acquisitions qui viennent renforcer les relations déjà nouées avec 2 autres Français, Saint-Louis et un autre grand capitaine, Antoine Riboud, et son cher BSN. Relations ambiguës puisqu'ils sont à la fois complices pour conquérir l'Europe, mais également concurrents. Alors question, est-ce que sur sa lancée, Agnelli ne rêve pas de s'offrir BSN? Le groupe aurait alors une position dominante en Europe qui viendrait chatouiller la vigilance de Bruxelles, toujours attentive à sauvegarder la concurrence, un garde-fou donc pour BSN en quelque sorte. L'actualité à l'étranger maintenant avec une tentative de coup d'État au Togo. Des militaires ont pris les locaux de la télévision et tentent d'occuper le bureau du Premier ministre. Ils menacent de réduire ce soir la capitale en cendres et viennent de décréter le cessez-le-feu. Ce coup d'État aurait fait au moins 15 morts. Correspondance sur place de Jean-Karim Fals de Radio France Internationale. Tout mouvement hostile à notre action sera immédiatement et sévèrement réprimé. Les militaires putschistes ont déjà appliqué cette menace que la radio qu'ils occupent répète inlassablement. Au moins 15 personnes ont déjà été tuées par balle. Le responsable de la morgue de l'hôpital de Lomé a reçu aujourd'hui 12 cadavres, tous tués par balle, qui gisent sur le sol carrelé. En outre, et selon une source médicale, 3 adolescents sont décédés au service des urgences.
La radio a en tout cas lancé un appel à tous les médecins pour qu'ils rejoignent les hôpitaux. La population de Lomé est visiblement sous le choc. Les habitants sont terrés chez eux. Seuls quelques adolescents tentent de dresser des barricades. Ils s'enfuient dès qu'ils aperçoivent un camion militaire. Sur le plan politique, c'est toujours le statu quo. Le Premier ministre est retranché à la primature. Le bâtiment est encerclé par les putschistes qui ont déployé sur l'avenue plusieurs véhicules blindés. Joseph Kokou-Kofigo a reçu dans la matinée l'ambassadeur de France. Il s'est également entretenu au téléphone avec le général Eyadema qui a regagné Lomé. Jean-Karim Fall, Lomé, RFI. En Yougoslavie, l'actualité ressemble malheureusement à une litanie. Les combats entre Serbes et Croates se poursuivent malgré le cessez-le-feu, particulièrement autour d'Osijek, assiégé par l'armée fédérale. Nouvelle initiative française en faveur de Dubrovnik. Bernard Kouchner se rendra dans la ville historique dans 2 jours. Il y verra sûrement la Rance. Le navire-hôpital français quittera en effet l'Italie demain pour se rendre sur place. Jean-François Gringoire et Didier Thiebaud. Ancône, port italien de l'Adriatique, la Rance, navire-hôpital français, est le seul bâtiment de guerre d'une marine occidentale à pouvoir pénétrer dans les eaux territoriales yougoslaves. Mais il s'agit bien sûr d'une opération purement humanitaire, la 2e en 15 jours, et l'on est encore bien loin d'une force d'interposition. Les gens de la municipalité de Dubrovnik étaient unanimes pour dire tant qu'il y a un bâtiment français dans le port, ça doit calmer le jeu, il ne doit rien se passer. Notre présence était accueillie comme un gage de tranquillité pour les heures à venir. La Rance appareillera demain matin avec 70 tonnes de vivres pour évacuer ensuite de Dubrovnik 300 personnes. L'autorisation fédérale ne devrait pas être un obstacle. Jacques Mélic, venu encourager l'équipage de la Rance, a rappelé que la France était pour un envoi rapide d'une force de paix en Yougoslavie. Le secrétaire d'État à la Défense qui a pu s'entretenir avec un soldat français d'origine croate, né à Zagreb il y a 25 ans. Voir dans quelles conditions ces gens ont vécu, c'était très dur. Non seulement pour moi qui suis né là-bas, mais surtout voir la réaction de l'équipage et voir autant de pleurs et d'embrassades à la fin de la mission, c'était quelque chose de très touchant. Cette mission humanitaire sur Dubrovnik se poursuivra tant que la situation sur le terrain le permettra. Au Cambodge, malgré la manifestation très violente d'hier, les Khmers rouges respecteront les accords de paix signés il y a un mois à Paris. La situation semble donc se calmer, mais Paris observe d'un œil très attentif l'évolution des événements. Plus largement, la France veut renforcer son influence dans les 3 pays qui formaient l'Indochine, c'est-à-dire le Cambodge, mais aussi le Vietnam et le Laos. Roland Dumas y effectuait une visite ces derniers jours. Reportage de nos envoyés spéciaux Marc Mémon et Philippe Guinet. L'Indochine aujourd'hui, 3 pays ravagés par 20 années de guerre et presque complètement désertés par la France depuis la fin de la colonisation. Réimplantation difficile, seule l'ancienne génération parle encore le français. La visite de Roland Dumas et d'une délégation d'industriels aura permis de mesurer l'ampleur des dégâts, une situation qui pendant la longue absence de la France a profité à l'Australie et aux Japonais qui ont su investir à long terme. Le Cambodge renoue depuis peu avec la paix. Certes fragile, il attend tout de l'installation des équipements de base à la formation de cadres, cette élite qui a été décimée sous le régime des Khmers rouges. C'est un retour pour nous dans ce pays qui est assez attendrissant. Au niveau du business, je pense qu'il faudra un peu de temps avant qu'on puisse développer beaucoup nos affaires ici, sauf dans des domaines d'infrastructure. Le Vietnam, isolé, encore sous le régime de l'embargo américain, représente avec ses 70 millions d'habitants un marché potentiel attractif. Malgré un système politique encore trop rigide, il s'ouvre à l'économie de marché. Vous avez aussi les Japonais qui sont quand même très présents sur votre marché. Bien sûr, nous n'évitons pas les Japonais et nous avons des contacts, des relations avec eux aussi. Mais les uns ne remplacent pas les autres. Et nous sommes pour la diversification des relations, pour la plus d'amis, le mieux. Peu de traces de la présence française ici au Laos. Pas de visite d'un ministre des Affaires étrangères depuis 1954. Si la France reprend pied, comme je le souhaite et comme je suis en train de le faire, dans l'Indochine, elle peut participer à l'explosion de cette région du monde. Ils ont souffert d'une idéologie dominante, d'un retard pris sur le plan économique, mais les ressources sont là.
les hommes et les femmes sont présents. Il faut donc que la France s'associe à ce développement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Se réimplanter ici après presque un quart de siècle de silence, c'est un énorme pari géopolitique, même s'il n'est pas gagné d'avance. Tennis, jour J-1 pour les Américains et les Français. Avant la finale de la Coupe Davis, les deux équipes se disent fin prêtes et détendues. Le premier match sera un véritable choc, Forget contre Agassi. Lecomte affrontera ensuite Sampras. Nos deux joueurs se disent soulagés et impatients d'en découdre avec leurs adversaires. Reportage à Lyon de Jean-Philippe Guillen et Christian de Carnet. C'est donc Guy Forget qui aura le redoutable avantage de fouler le premier la surface synthétique de Girland. Face à André Agassi et ses terribles accélérations du fond du court, le numéro 1 français n'aura pas droit à l'erreur. Ce serait bien de commencer par une victoire, bien sûr. Maintenant, il va falloir que je joue mon meilleur tennis. Et je me suis entraîné depuis 15 jours maintenant pour cet objectif. Et j'espère que je serai capable de le faire. Noah fait confiance aux anciens. À 28 ans, Henri Lecomte s'est plié à la discipline de fer du stage dirigé par son capitaine. Il a perdu du poids, gagné en tonicité et reste capable des gestes les plus fous. Une seule inconnue, sa capacité à tenir éventuellement 5-7 face à Pete Sampras qu'il n'a jamais rencontré. On a très bien préparé ensemble cette finale. On a tous envie de gagner, on est là pour gagner. Donc tout le monde est à 100%. Pour ce qui est de moi, je suis très heureux d'être dans cette équipe et de jouer. Et je vais donner mon maximum, ça c'est sûr. Noah, qui a supporté toute la pression des médias, est soulagé d'arriver au jour J. Ça fait 2 mois qu'on prépare ce voyage et le départ c'est demain, quoi. Alors on est encore là, mais on est un peu parti, quoi. On n'est pas vraiment là. Le premier simple entre Forget et Agassi commence demain à 14 h devant les caméras de FR3. Fini les wargames, malgré les apparences, la guerre n'est plus à la mode. Voici un nouveau jeu, le jeu de la paix. Son but, apprendre aux enfants la déclaration des droits de l'homme et la générosité collective des enfants confrontés aux dures réalités du monde. Jean-Marc Pitt. Il n'y a plus de pain et la famine règne dans le monde. C'est quoi la famine? La famine, la maladie, la guerre comme thème de jeu pour des enfants, c'était un pari risqué. Le jeu de la paix l'a relevé. Jusqu'à aujourd'hui, les jeux de société se sont plutôt inspirés de la guerre, de la stratégie ou d'autres formes de compétition. Ici, l'ennemi n'est pas l'autre joueur mais l'ensemble des fléaux. Les enfants de 6 à 12 ans à qui ce jeu est destiné doivent apporter des solutions aux grands maux de l'humanité. Pour parrainer ce divertissement hors norme, Helmut Kohl, François Mitterrand, George Bush, Mikhail Gorbatchev, Itzhak Shamir et Nelson Mandela ont choisi un article de la Déclaration des droits de l'homme dont les enfants doivent s'inspirer pour résoudre les problèmes mondiaux. Le sens de notre démarche, c'est de dire aux enfants qui ne manquent de rien, ou a priori qui ne manquent de rien, parce qu'ils sont dans des pays où on vit beaucoup moins mal que dans certains autres, c'est de dire n'oubliez pas que vous avez appris des choses avec le jeu de la paix. Le jour où vous aurez le pouvoir de faire quelque chose, le pouvoir de dire quelque chose, n'oubliez pas les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'elle est immortelle et qu'il faut aller vers les autres. L'objectif éducatif n'a pas occulté la nécessité ludique. Les enfants s'amusent en confrontant leur adresse à de petites épreuves. Le risque pourrait être de les voir confondre drames humains et énigmes amusantes, ou de leur laisser croire que l'effort humanitaire est chose simple. Mais ils ne sont pas dupes. C'est plus difficile que jouer aux cartes. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22 h 35. Soir 3 présenté par Marc Hautement. À demain 19 h. Bonsoir.